Nous sommes le 9 décembre 2009. Il est minuit passé. La scène se déroule à Marietta, une petite ville à environ 25 km au nord-ouest d'Atlanta, dans l'État de Géorgie. Marietta est située à environ 45 minutes. C'est une ville relativement paisible. Il ne s'y passe pas grand-chose. On ne s'attend pas à voir cette ville au JT pour une affaire criminelle. Mais peu après 2 heures du matin, les urgences reçoivent un appel qui vient interrompre cette nuit paisible. Plusieurs policiers se précipitent alors sur les lieux, où la victime déclare s'être retrouvée dans un guet-apens avec 2 amis. À leur arrivée, ils aperçoivent Joshua McCarter, le jeune homme de 21 ans qui a passé l'appel. Plusieurs résidents de l'immeuble semblent le consoler. Il a l'air sous le choc. Il n'était pas apte à nous fournir des informations dans un premier temps. Joshua désigne un des appartements aux policiers, et ces derniers s'y engouffrent, leur arme pointée droit devant eux. Les policiers ouvrent la porte et sont témoins d'une scène tragique. Il y avait 2 personnes allongées par terre. Et beaucoup de sang. L'une des victimes est décédée. Du sang s'écoulait de son crâne. Il était certainement mort sur le coup d'une balle dans la tête. L'autre victime est encore en vie, mais ses blessures sont graves. Il présentait des blessures par balle à l'avant-bras et une balle avait traversé sa poitrine. Les policiers croyaient pouvoir sauver la vie de la 2e victime. Une victime est décédée et l'autre est entre la vie et la mort. La police doit à tout prix comprendre ce qu'il s'est passé et chaque minute compte. Ils vont vite découvrir comment une femme amoureuse s'est laissée entraîner dans un complot qui a conduit au meurtre. Darchelle Arnold est une jeune femme intelligente, destinée à un avenir brillant. Elle était très intelligente et elle respirait la joie de vivre. Elle avait fini le lycée et elle travaillait dans un centre d'appel. Elle voulait grimper dans la hiérarchie. Darchelle a sa vie professionnelle bien en main, mais il lui manque quelque chose. Elle recherchait une connexion durable. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'aime et la désire. À l'automne 2007, Darchelle trouve enfin ce qu'elle recherchait en la personne de Jarvis Butts, un jeune homme de 21 ans qu'elle rencontre lors d'une soirée entre amis. Ils se sont tapés dans l'œil. Ça s'est passé de façon très naturelle. Il l'intéressait et ils ont commencé à flirter. Ils boivent beaucoup, ils font la fête, ils s'amusent. Darchelle était fascinée par la personnalité de Jarvis. Le couple se forme rapidement. Darchelle sait que c'est bien plus qu'une relation passagère. C'est l'amour, le vrai. Darchelle savait que leur relation était faite pour durer. Elle avait trouvé son homme, c'était ce qui comptait le plus à ses yeux. Elle voulait à tout prix être avec lui. Jarvis occupait exactement le rôle dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité et aimée. 1 an plus tard, Darchelle et Jarvis franchissent une étape supplémentaire dans leur couple. Ils sont désormais 3. Cet événement leur a apporté de la joie, une nouvelle énergie, de la vie. Ils vivaient ensemble, tout allait pour le mieux. Darchelle et Jarvis sont aux anges. Ils ont hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Darchelle était avec un homme qu'elle aimait profondément. Et ensemble, ils avaient eu un enfant. Cela avait renforcé leur relation. Mais rapidement, les contraintes financières de la vie de famille pèsent sur le jeune couple. Ils avaient fait un enfant, ils vivaient ensemble et essayaient de fonctionner en tant que famille.
Même pour un couple plus âgé et plus stable, c'est un engagement de taille. Malgré leurs efforts, Jarvis peine à trouver un emploi stable. Jarvis n'était pas autant affecté par la situation que Darshell. Il faisait le maximum, il prenait n'importe quel boulot pour subvenir aux besoins de sa famille. En décembre 2009, le couple trouve une solution pour alléger son fardeau financier. Ils proposent à leurs meilleurs amis Joseph Brown et Rolanda Fripp d'emménager avec eux et de partager le loyer. Leur couple d'amis traversait une passe difficile sur le plan financier. Qui dit colocation, dit économie sur le loyer. Ils ont décidé de vivre ensemble et de diviser tous les frais. L'idée a l'air parfaite. Ils fonctionnaient comme une seule cellule familiale. Darshell, Jarvis et leur petite fille sortent enfin de la précarité. Bien que Jarvis rencontre toujours des difficultés à trouver un emploi stable, le couple est plus soudé que jamais. Darshell voyait les défauts de Jarvis, mais elle n'en tenait pas compte, parce qu'elle aimait se sentir désirée et qu'il avait besoin d'elle. Il avait besoin de son amour et de son soutien inconditionnel. De son côté, elle voulait sentir qu'elle comptait pour lui. Jarvis jouait avec ça, et quoi qu'on en pense, c'était leur fonctionnement. Elle était prête à tout pour satisfaire l'homme de sa vie. Elle l'entretenait financièrement. Elle lui prêtait sa voiture, elle allait travailler tous les jours, alors que lui n'avait pas d'emploi stable. Darshell se conformait au désir de Jarvis, dans le but de le rendre heureux. Et il la félicitait certainement pour ça. Elle ne se rendait pas compte qu'il ne remplissait pas sa part du contrat. C'était son homme, et elle était sa femme. Ils avaient construit ce lien d'appartenance comme s'ils étaient connectés l'un à l'autre de façon unique. Jarvis lui apportait quelque chose de bien plus important pour elle que l'argent. Un soutien émotionnel et une bonne dose de romantisme. Mais le couple n'est pas au bout de ses peines. Et les efforts de Darshell pour maintenir sa famille vont lui coûter tout ce qu'elle possède. Cet amour, ce désir d'avoir une vie meilleure, ça ne s'est pas passé comme prévu. La police de Marietta vient de recevoir un appel désespéré de Joshua McCarter. Le jeune homme de 21 ans indique que lui et ses deux amis ont été victimes d'une agression. Dans l'altercation, ses deux amis ont reçu des balles. Il s'agissait de Christopher Jackson, 27 ans, et Mark Jones, 28 ans. À leur arrivée, Mark était déjà décédé, mais il y avait encore de l'espoir pour Christopher, qui a été envoyé à l'hôpital. Christopher est entre la vie et la mort. Les enquêteurs passent alors la scène au peigne fin. C'était un appartement abandonné, dangereux. Il n'était pas habité. Des déchets jonchaient le sol. C'était très sale. Les enquêteurs s'intéressent à la victime décédée sur les lieux du crime. Mark Jones avait malheureusement reçu une balle mortelle dans la tête. Non loin du corps, ils aperçoivent des douilles de balles. Nous avons repéré 2 douilles de calibre 380 au sol. Alors qu'ils inspectent les lieux, les enquêteurs apprennent que la deuxième victime, Christopher Jackson, a succombé à ses blessures. Malheureusement, la nature des blessures et la perte du sang ont causé sa mort pendant son transfert à l'hôpital. Il s'agit désormais d'un double homicide. Les enjeux étaient encore plus élevés. Je me devais de découvrir la vérité. Les enquêteurs ne trouvent aucune autre preuve sur la scène de crime. Mais ils ont une piste solide. La victime qui a alerté les secours. Lorsque la police interroge Joshua McCarter, elle découvre alors un plan macabre mené par une femme prête au pire pour l'homme qu'elle aime. Il répétait en boucle « Les filles nous ont piégés ».
Darchelle Arnold, 21 ans et téléopératrice dans un centre d'appel, tente de construire une vie de famille avec son compagnon Jarvis Butts et leur bébé. Elle aimait cet homme profondément. Il lui disait qu'elle était la chose la plus importante à ses yeux. Et ça lui est monté à la tête. Elle était prête à tout pour satisfaire Jarvis. Elle voulait son bonheur. Le couple a du mal à joindre les deux bouts. Mais lorsque leurs amis Rolanda et Joseph emménagent avec eux, l'horizon se dégage. Ils pouvaient s'en sortir financièrement. Ils ne roulaient pas sur l'or, mais ils avaient le nécessaire. Darchelle est déterminée à avoir enfin la vie dont elle a rêvé avec Jarvis. Darchelle prenait tout en charge. Elle s'occupait de la maison et de leur bébé, et elle travaillait. Mais jusqu'où va-t-elle aller pour subvenir aux besoins de sa famille et rendre heureux celui qu'elle aime? La police de Marietta enquête sur un double meurtre dans un appartement abandonné. La scène de crime présente peu d'indices et la police compte sur le seul survivant de l'agression, Joshua McCarter, pour obtenir des informations clés. Nous l'avons amené au commissariat pour mener l'interrogatoire et obtenir des informations le plus rapidement possible. Joshua est attristé de savoir que ses deux amis n'ont pas survécu. C'étaient ses amis. Ils comptaient pour lui. C'étaient des jeunes sans histoire. Ils étaient amis depuis l'enfance. Ils étaient proches. C'était une perte immense. Les enquêteurs demandent à Joshua de retracer les quelques heures qui ont précédé l'agression. Joshua raconte qu'il buvait quelques verres avec Christopher et Mark dans un bar, quand vers 23 heures, deux jeunes femmes les ont abordés. Elles s'appelaient Rolanda et Darchelle. Elle flirtait avec eux. Ils dansaient. Joshua et ses amis sont sous le charme des deux jeunes femmes et leur paient à boire. Ils ont passé la nuit à leur offrir des verres et à flirter avec elles. Joshua continue son récit. Les jeunes femmes proposent alors de prolonger la soirée après la fermeture du bar. Elles leur ont proposé d'aller chez elles. Peu après 1 heure du matin, le groupe arrive dans un appartement que Joshua et ses amis croient être celui des jeunes femmes. Joshua a raconté que les femmes sont entrées les premières, suivies de Mark et Christopher, et que lui était le dernier. Il a tout de suite compris que quelque chose clochait. Il a regardé autour de lui, l'endroit était abandonné. Il a compris que personne ne vivait là. Il a vite senti que ça allait mal tourner. Et là, il a entendu « à terre ». 2 hommes sont arrivés. Ils portaient des sweats à capuche sombre. L'un d'eux avait une arme. D'après Joshua, les femmes sortent alors de l'appartement. Les femmes sont parties et Mark et Christopher ont commencé à se battre avec les deux hommes pour récupérer l'arme. Joshua entend alors des coups de feu. Il y a eu des coups de feu et ses deux amis se sont écroulés. Joshua s'est mis à terre lui aussi. Il a senti qu'on fouillait ses poches pour prendre son argent et son portefeuille. Il les a suppliés de ne pas le tuer. Il a alors entendu l'un des agresseurs crier « On part !» et ils ont quitté l'appartement en courant. Quand il a pensé être hors de danger, Joshua a regardé autour de lui et c'est là qu'il a découvert les corps de ses amis allongés à côté de lui. Joshua est leur seule chance de survie. Il a appelé les secours. Heureusement, les agresseurs n'ont pas pris son téléphone portable. Il appelle les secours et sort pour attendre la police. C'était un événement très choquant pour lui. Il a perdu 2 amis et il a eu la sensation d'avoir été piégé. On était face à un vol à main armée qui avait mal tourné. La police doit retrouver les agresseurs au plus vite. Elle demande alors à Joshua une description des 2 hommes et des 2 femmes rencontrées au bar. Il a indiqué que Darchelle était grande, environ 1,80 m. Il se souvenait qu'elle portait une robe rouge à fleurs. Joshua a indiqué que l'autre femme, Rolanda, était plus petite.
La description était plus vague pour les hommes qui étaient intervenus ensuite. Ils portaient des habits sombres, des capuches. Les enquêteurs effectuent une recherche dans leurs fichiers à partir des prénoms des deux jeunes femmes. Et la chance leur sourit. Ils sont tombés sur une contravention datant de la veille de la fusillade. Le rapport mentionne deux femmes, Darchelle Arnold et Rolanda Fripp, toutes deux âgées de 21 ans. Le véhicule de Darchelle avait été arrêté à cause d'un défaut de plaque d'immatriculation. C'était Rolanda qui conduisait la voiture de Darchelle et elle a eu une amende. Le policier a alors saisi le véhicule en vertu de la loi en vigueur dans l'État de Géorgie. Dans l'État de Géorgie, une plaque d'immatriculation expirée de 6 mois peut vous valoir la saisie du véhicule et une amende très salée. Hormis cet incident routier, les deux femmes ont un casier judiciaire vierge. C'étaient de jeunes femmes sans histoire, elles n'avaient aucun antécédent judiciaire. Quel est le lien entre ces deux jeunes filles bien sous tout rapport et cette affaire de double homicide? Les enquêteurs vont bientôt lever le voile sur une machination désespérée qui a poussé une femme à franchir les limites. Nous sommes face à une jeune femme qui s'expose à de grands risques au nom de l'amour. À Marietta, dans l'État de Géorgie, les enquêteurs travaillent sur un double homicide dans le cadre d'un vol qui aurait terriblement mal tourné. Le seul survivant, Joshua McCarter, raconte à la police que lui et ses amis ont été piégés par deux femmes rencontrées dans un bar. Quand Rolanda et Darchelle ont entraîné Joshua dans l'appartement abandonné, il a tout de suite su que quelque chose clochait. Et là, il a entendu « à terre ». Il a immédiatement pensé à un guet-apens et il avait vu juste. Grâce à une contravention émise la veille du drame, les enquêteurs pensent avoir identifié les deux suspectes, Darchelle Arnold et Rolanda Fripp. Elles avaient été arrêtées pour une plaque d'immatriculation expirée. Maintenant qu'ils ont les noms complets, les enquêteurs rappellent Joshua pour identifier les photos des deux femmes. Ils lui ont montré des photos sur les réseaux sociaux des deux femmes. Joshua n'a pas hésité une seconde, c'était elle. Une fois l'identité confirmée, les enquêteurs cherchent les adresses des deux femmes. Et ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Elles habitaient dans l'immeuble du double homicide. Les enquêteurs se rendent immédiatement à l'adresse en question pour s'entretenir avec les deux femmes. Ils frappent à la porte et un jeune homme leur ouvre. Il a dit être Jarvis Butts, le copain de Darchelle. Il vivait dans l'appartement avec Darchelle, leur bébé, Rolanda et Joseph, son copain. Les enquêteurs suspectent Jarvis et Joseph d'être les deux auteurs de la fusillade dont leurs compagnes sont complices. Ils n'avaient aucune preuve contre les deux hommes. En revanche, ils avaient des preuves solides contre Darchelle et Rolanda. L'enquêtrice Johnny Moller jette un coup d'œil dans l'appartement et aperçoit plusieurs preuves incriminant Darchelle. J'ai regardé au sol et j'ai vu une robe rouge. Joshua a indiqué que Darchelle portait une robe rouge et blanche à fleurs. Les enquêteurs demandent à Jarvis où se trouve sa copine. Je lui ai demandé si Darchelle était là, et il m'a répondu que oui. Jarvis appelle Darchelle, et quelques instants plus tard, elle se présente à la porte. Elle semblait nerveuse dans un premier temps. Les enquêteurs disent à Darchelle qu'elle est en état d'arrestation pour meurtre et vol à main armée. Nous avons pu la mettre en garde à vue grâce aux informations fournies par Joshua McCarter. Elle tremblait de tout son corps. Elle s'est mise à pleurer et je lui ai dit « On y va ». Ils n'ont pas assez de preuves pour arrêter Jarvis, mais ils l'invitent à les accompagner au commissariat pour un entretien. Contre toute attente, il accepte et se montre coopératif. Un avis de recherche est lancé pour retrouver Rolanda Fripp et Joseph Brown.
Rolanda et Joseph n'étaient pas chez eux et personne ne savait où ils étaient. C'était évident que ces personnes avaient quelque chose à voir avec le meurtre. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Darchelle balaie tout espoir d'aveu. Elle refusait de parler. Elle ne répondait à aucune question. C'était très frustrant et décevant. Devant le silence de Darchelle, les enquêteurs se tournent vers son compagnon Jarvis. À leur grande surprise, Jarvis se montre plus loquace que Darchelle. Jarvis sait que la police le soupçonne et il passe en mode survie. Jarvis explique que Darchelle et lui avaient besoin de liquide rapidement. C'est elle qui a élaboré le plan. D'après ce plan, Darchelle et Rolanda devaient aller dans un bar, rencontrer des hommes, flirter avec eux et les convaincre de les suivre jusqu'à l'appartement de Darchelle. L'idée était d'attirer ces hommes dans un appartement abandonné de l'immeuble et Jarvis et Joseph arriveraient ensuite pour les voler. Jarvis raconte que tout se passait comme prévu, du moins au début. Mais d'après le jeune homme, tout tourne au cauchemar lorsque Joseph sort une arme. Jarvis fait porter la responsabilité des meurtres sur Joseph. Jarvis dit ne pas avoir appuyé sur la gâchette, il n'était pas responsable. Lorsque Jarvis a terminé son témoignage, la police l'a immédiatement arrêté. Il niait toute responsabilité dans cette affaire car il n'avait pas actionné l'arme à feu. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il avait participé au crime. Les déclarations de Jarvis redonnent confiance aux enquêteurs qui espèrent obtenir des aveux de Darchelle. Mais pour son second interrogatoire, Darchelle fournit un témoignage pour le moins inattendu. Les enquêteurs étaient choqués du sacrifice de cette femme pour son compagnon. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Darchelle serait resté à ses côtés. La police de Marietta détient Darchelle Arnold, 21 ans, et son compagnon Jarvis Butts, soupçonné de double homicide. Lors du premier interrogatoire, Darchelle refuse de parler. C'est une preuve de sa loyauté envers l'homme qu'elle aime plus que tout. Sa réaction immédiate a été de couvrir Jarvis, pas de se préoccuper de son propre sort. Son but était que l'affaire n'aboutisse pas et que tout redevienne comme avant. Elle s'est complètement renfermée. Ce n'était pas uniquement pour se protéger, mais aussi pour protéger Jarvis. Forte du témoignage de Jarvis, la police espère pouvoir faire parler Darchelle. Jarvis nous a fourni des informations sans trop de difficultés. D'après Jarvis, Darchelle était la tête pensante derrière toute l'opération. Jarvis l'a tout de suite dénoncé. Jarvis racontait que c'était juste un vol, que ça ne devait pas être compliqué, mais que lorsque les victimes se sont défendues, Joseph a tiré. D'après Jarvis, Darchelle et leurs amis ont joué un rôle indéniable dans le crime. Mais Darchelle va-t-elle confirmer ou rejeter ces allégations? Lorsque les enquêteurs informent Darchelle du témoignage de Jarvis, elle semble abattue. Les policiers ont dit à Darchelle que Jarvis était passé aux aveux et qu'elle devait faire attention à ce qu'elle allait dire, puisqu'elle n'avait pas le soutien de son compagnon. Darchelle est profondément blessée par la nouvelle. Elle semble attristée et choquée d'apprendre que l'homme de sa vie et le père de sa fille l'a trahi.
Elle était bouleversée. Elle s'est rendue compte de la gravité de sa situation. Darchelle accepte enfin de parler. Elle repart du début, la veille du double meurtre. Rolanda et elle rentraient des courses en voiture. C'était Rolanda qui conduisait. Or, le véhicule était au nom de Darchelle Arnold. La police de Marietta les a arrêtés car leur plaque d'immatriculation était expirée et a saisi la voiture. Une fois de retour à l'appartement, Darchelle en a parlé à Jarvis, qui est entré dans une colère noire. Il n'arrivait pas à croire qu'elle ait laissé faire ça. Ils avaient déjà des difficultés financières et sans voiture, ils ne pouvaient plus aller au travail. Pour Jarvis, Darchelle était responsable de la saisie du véhicule, donc elle allait devoir lui donner un coup de main. Elle raconte qu'ils ont alors élaboré un plan pour récupérer leur voiture. Leur plan était simple. Voler de l'argent pour pouvoir payer la fourrière et récupérer leur voiture. Darchelle aimait Jarvis et elle ne supportait pas de le voir en colère. Elle était prête à tout pour réparer son erreur. La jeune femme reconnaît avoir demandé de l'aide à Rolanda et Joseph pour le vol. S'ils les aidaient, ils recevraient une partie de l'argent du vol. Tout devait bien se passer. Ils devaient arriver et repartir sans blesser personne. Darchelle explique que le soir du vol, elle est arrivée au bar avec Rolanda vers 23 h. Elles ont rapidement repéré un groupe de jeunes hommes. Ils étaient très bien habillés. Clairement, ils devaient avoir de l'argent. Darchelle raconte qu'elle a flirté avec ces trois hommes et qu'ils leur ont payé à boire toute la soirée. Dans le bar, les jeunes hommes dépensent de grosses sommes en liquide. Ils s'amusent et passent un bon moment. Mais Darchelle reste concentrée. Elle réfléchit à un plan pour ramener ces hommes dans l'appartement, où le père de son enfant viendra les voler. Vers minuit et demi, Darchelle et Rolanda convainquent les trois hommes de quitter le bar pour leur appartement. Darchelle appelle alors Jarvis pour le prévenir. Elle l'a appelé pour lui dire qu'ils étaient en chemin et qu'ils se tiennent prêts à intervenir. Mais quand ils arrivent dans l'appartement abandonné de leur immeuble, les choses tournent mal. Darchelle a raconté que les hommes sont immédiatement intervenus et ont commencé à se battre. Elle n'a rien vu venir. Darchelle raconte que lorsque la bagarre a commencé, Rolanda et elle sont partis en courant. Elles couraient et elles ont entendu des coups de feu. Elles sont vite rentrées chez elles pour changer de vêtements. Les enquêteurs assemblent enfin les pièces du puzzle. Mais lorsqu'ils retrouvent et interrogent Joseph et Rolanda, l'affaire prend une tournure inattendue. C'était la parole de l'un contre celle de l'autre. Mais qui parmi eux disait la vérité? La police de Marietta vient d'interroger Darchelle Arnold sur une affaire de vol à main armée qui a coûté la vie à 2 innocents. Elle dit avoir été contrainte de participer au vol, poussée par son compagnon Jarvis Butts, après la saisie de leur voiture. Le plan de M. Butts, son compagnon, était de voler de l'argent à des cibles faciles, qu'elle aurait au préalable séduites et attirées dans un appartement. Un vol à main armée sans bavure pour payer la fourrière. Jarvis rejetait la faute sur Darchelle. Elle s'était fait confisquer leur voiture. La police tente toujours de localiser Rolanda Fripp et Joseph Brown, les complices présumés du couple. Pendant ce temps-là, des enquêteurs fouillent l'appartement des deux couples. Il y avait des vêtements partout dans l'appartement, au sol et sur les meubles. On a ramassé ce qui correspondait aux descriptions faites par le survivant de l'agression.
La victime ayant survécu, Joshua McCarter, a mentionné des vêtements sombres à capuche. Il se souvenait surtout de cet élément. La police découvre un coffre-fort sous un lit. Le coffre était fermé, on l'a secoué et on a entendu un bruit sourd à l'intérieur. On a tout de suite pensé à un pistolet. Trouver l'arme du crime dans l'appartement aurait été une aubaine. Ils ouvrent alors le coffre-fort. À l'intérieur, pas de pistolet, mais des objets tout autant accablants. Ils ont trouvé des objets appartenant aux victimes. Nous avons trouvé les cartes d'identité de M. McCarter et de Christopher Jackson, ainsi que le portefeuille du premier. J'ai manipulé le portefeuille et j'ai vu du sang sur mes doigts. Ces preuves sont formelles. Darshell, son compagnon et leurs amis sont bien impliqués dans le double homicide. La police était face à la difficile tâche de retrouver les amis en question. Les enquêteurs s'apprêtent à quitter les lieux lorsqu'ils reçoivent une bonne nouvelle. Les policiers avaient interpellé Joseph et Rolanda qui étaient en garde à vue. Ils se précipitent au commissariat pour interroger le couple. Rolanda Fripp est la première interrogée. Et elle donne du fil à retordre aux enquêteurs. Elle avait un comportement vraiment limite. Elle n'avait pas le moindre remords. Elle se fichait de ce qui s'était passé. Les enquêteurs tentent de provoquer une réaction de sa part. Look at this. Where's my pictures? Look at that. That's the guy you were partying with all night. Dead. Dead. Ain't coming back. Dead. Look at that. Gone. I gotta go tell his mama he's dead. Do you know how much that sucks? Ils lui ont montré une photo et elle a fondu en larmes. One thing, the apartment. I was scared. I didn't want to get shot. Elle disait que personne ne devait mourir, ni même être blessé. Il ne devait pas y avoir de pistolet. I didn't know when to get shot. Rolanda accusait Darshell et Jarvis. Ils avaient tout manigancé du début à la fin. La jeune femme indique qu'une fois la voiture à la fourrière, Jarvis était prêt à tout pour la récupérer. Et il savait que Darshell l'aiderait. Darshell faisait quasiment tout ce que Jarvis lui demandait. D'après Rolanda, Darshell a aidé Jarvis à les convaincre de participer au vol avec Joseph. Ils leur ont proposé de l'argent. Les deux femmes ont entendu les coups de feu lorsqu'elles étaient dehors. Elles n'ont donc pas vu qui avait tiré. Les enquêteurs doivent lever le voile sur l'auteur des coups de feu fatals. Ils s'entretiennent alors avec Joseph et espèrent obtenir des réponses à leurs questions. All I know is when we went in there, we came out, and all I heard was some boom. La police détient 4 personnes en garde à vue suite à un vol s'étant transformé en double homicide. Elle soupçonne Darshell Arnold et son compagnon Jarvis Butts d'avoir prémédité le crime et embarqué leurs 2 amis Rolanda Fripp et Joseph Brown dans leur manigance. Ensemble, ils ont commis des actes qui ont entraîné un double meurtre et ensuite tenté de les dissimuler. Jarvis accuse Joseph d'avoir appuyé sur la gâchette. Mais quelle est la version de Joseph? Lors de son interrogatoire, les enquêteurs lui présentent les preuves qui l'incriminent. 3 personnes différentes l'accusaient. Jarvis disait l'avoir vu tirer et tuer les 2 victimes. Joseph admet avoir participé au vol, mais il dément avoir tiré sur qui que ce soit. Joseph maintenait sa version des faits coûte que coûte. Il n'avait pas tiré. So what happened? Who did it? Jarvis shot. Well, you're clearly naming you as the trigger man. Jarvis shot them people.
Les 4 suspects ont soumis leur déclaration aux enquêteurs, qui doivent maintenant démêler le vrai du faux. Par chance, ils peuvent compter sur l'aide d'une personne. Nous avions un témoin, Joshua McCarter, qui pouvait nous décrire la scène dans l'appartement. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on enquête sur un meurtre. Le lendemain, les enquêteurs rencontrent Joshua McCarter. Ils se sont assis autour d'une table et ils lui ont montré des photos, dont celle de Jarvis et Joseph. Ils demandent à Joshua s'il peut identifier celui qui a tiré les coups de feu. Il a reconnu les 2 hommes et désigné Joseph comme le tueur. L'identité de l'auteur du double meurtre est enfin dévoilée. Les 4 suspects sont accusés de meurtre et de vol à main armée. Jarvis Butts est le seul à comparaître devant les tribunaux. Jarvis a été reconnu coupable. Il a reçu 2 condamnations à perpétuité et 20 ans supplémentaires. Joseph Brown a plaidé coupable pour avoir tiré sur les victimes. Il est condamné à 2 peines de prison à vie pour meurtre. Rolanda a plaidé coupable pour homicide involontaire et vol à main armée. Elle est condamnée à 30 ans de prison et 10 ans de liberté conditionnelle. Quant à Darshell, la jeune fille prête à tout pour l'amour de son compagnon, elle purge une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Au bout de 30 ans de prison, elle pourra prétendre à une mise en liberté conditionnelle. Elle aura 51 ans. Darshell a négligé ses envies et ses propres besoins pour satisfaire Jarvis. Elle était tiraillée entre respecter ses choix et ceux de son compagnon. Et elle a fait le choix de l'amour. On voit où ça l'a menée. Les jeunes femmes gagneraient à connaître leurs propres valeurs. On peut aimer quelqu'un tout en se respectant soi-même. Après l'annonce du verdict, la fille de Darshell et Jarvis a été confiée à la mère de ce dernier. Non seulement plusieurs victimes ont perdu la vie, mais 2 des auteurs du crime étaient parents. Ils vont passer leur vie en prison et l'enfant sera élevé par sa grand-mère. Il n'y a pas de gagnant dans ce type d'histoire. Tout le monde est perdant. Pour moi, le plus triste, c'est l'absurdité de cette affaire. 3 jeunes hommes sont allés au bar pour passer un bon moment. Aucun ne se doutait que cette soirée aurait des répercussions irréversibles. Personne ne comprend comment une jeune femme prometteuse comme Darshell a pu se laisser entraîner dans une telle manigance. Darshell avait un enfant qu'elle aimait énormément. Elle tentait de faire les bons choix pour sa vie, mais finalement, alors qu'elle perd des pieds et en voulant réparer ses erreurs, elle est devenue l'actrice d'une terrible manigance. Tout est tragique dans cette histoire. Les familles des victimes ont souffert. Madame Arnold et sa famille ont souffert. Son enfant aussi. Tout ça aurait pu être évité. C'est l'absence de jugement et l'impulsivité qui ont conduit à ce drame. Ils cherchaient une solution rapide à leurs problèmes d'argent, sans réfléchir aux conséquences. Et ils ont écopé d'une vie entière de regrets. C'est malheureux. Darshell Arnold est bien positionnée pour pouvoir prétendre un jour à une libération conditionnelle. Elle sera éligible à cette procédure car elle purge une peine à perpétuité et elle n'a pas eu de peine consécutive. Mais qui peut dire ce que l'avenir lui réserve? Il est tout à fait possible que le service d'application des peines la garde derrière les barreaux jusqu'à sa mort. Une peine à perpétuité vous suit jusqu'à la fin de vos jours. Darshell ne semblait pas avoir le profil pour participer à un meurtre. C'était une mère. Elle était généreuse et prenait soin des personnes qui l'entouraient. Je pense qu'elle a été influencée, mais qu'elle a aussi senti qu'elle devait aller jusqu'au bout.
Elle voulait satisfaire l'homme de sa vie, Jarvis. Cet amour, ce désir d'avoir une vie meilleure, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il arrive souvent que des jeunes filles fassent passer leur compagnon avant tout le reste, comme s'il était le centre de leur vie. Ils peuvent leur demander la lune, elles s'exécuteront. L'amour tissé par les liens de la famille peut être doux comme une caresse et lumineux comme un rayon de soleil. Mais lorsque cet amour se tourne vers l'obscurité, il peut projeter une ombre dévorante, synonyme de tous les dangers. Et une fois sous son emprise, tout espoir de fuite est anéanti.